Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet, disons-le, absolument fascinant, mais aussi extrêmement complexe. On va plonger ensemble au cœur d'une analyse sociologique et évolutionniste qui décortique nos dynamiques de genre modernes. Mais attention, l'idée ici n'est vraiment pas de prendre parti. On va plutôt se baser purement sur des données historiques, anthropologiques et biologiques pour comprendre l'évolution de ces fameux rapports de force depuis nos lointains ancêtres jusqu'à aujourd'hui. Bref, on va explorer tout ça de la manière la plus neutre et objective possible. Alors, quel est le programme de cette exploration? C'est simple, on va d'abord s'intéresser à ce qu'on appelle le mythe de Beauvoir, puis on remontera le temps jusqu'à l'ère des chasseurs-cueilleurs, on verra ensuite le basculement fondamental du néolithique, avant de revenir à notre époque pour examiner les asymétries modernes, et on terminera sur ce que l'analyse nomme la spirale de l'instabilité. Allez, c'est parti! Première étape de notre parcours, le mythe de Beauvoir et la déconstruction de sa prémisse philosophique. Vous connaissez très probablement cette citation archi-célèbre de Simone de Beauvoir. On ne naît pas femme, on le devient. Concrètement, cette phrase pose l'homme comme le sujet absolu de l'histoire et la femme comme l'autre. Vue sous cet angle, la domination masculine est présentée comme un choix conscient, presque métaphysique, où les hommes auraient tout simplement décidé de se réserver la conquête du monde en reléguant les femmes à la seule sphère de la reproduction. Et c'est exactement là qu'intervient le concept de l'âme impériale masculine. Mais voilà, la source que nous analysons aujourd'hui remet totalement en question cette théorie. L'argument central, c'est que percevoir la domination masculine comme une sorte de grand complot conscient mené par les hommes, ça les essentialise complètement. Cela voudrait dire qu'à l'aube de l'humanité, par un simple acte de volonté pure, ils auraient décidé d'asservir les femmes. Sauf que, d'un point de vue historique et anthropologique, cette vision est jugée extrêmement fragile. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle met complètement de côté les contraintes écologiques de survie de nos ancêtres qui étaient juste titanesques. Elle minimise les différences biologiques naturelles et les réalités implacables de la reproduction de l'époque. En résumé, voir la répartition des rôles comme un simple choix délibéré, c'est effacer d'un coup de baguette magique des millénaires d'évolution sous des pressions matérielles extrêmes. Ce qui nous amène à notre deuxième point, l'ère des chasseurs-cueilleurs, notre véritable point de référence du Paléolithique. À cette époque, c'est la biologie qui dictait littéralement la survie. Analysons ça de plus près. D'un côté, on a la réalité masculine, une force physique brute, une grande mobilité et une tolérance au risque parfaite pour la chasse lourde et la défense du groupe. De l'autre, la réalité féminine, rythmée par des grossesses très fréquentes, l'allaitement et le soin constant des enfants, l'activité se tournait tout naturellement vers la cueillette. Et le plus fou là-dedans, c'est que cette cueillette fournissait très souvent jusqu'à 80% de toutes les calories de la tribu. Il y avait donc une division physique stricte, certes, mais surtout incroyablement complémentaire. Et du coup, cette complémentarité créait une société étonnamment égalitaire. On n'y trouvait pas d'hiérarchie rigide ou de patriarcat institutionnalisé. Les chasseurs partageaient la viande, les femmes nourrissaient le reste du groupe au quotidien. Mais attention, cela ne veut pas dire que c'était le paradis sur Terre. Un conflit sexuel latent existait déjà. Pourquoi ? Parce que la variance reproductive des hommes était élevée. En clair, quelques hommes particulièrement forts pouvaient avoir beaucoup de descendants, ce qui activait déjà une forte sélection du côté des femmes pour choisir les meilleurs partenaires. Faisons maintenant un bond en avant avec notre section 3, le grand tournant du néolithique, le fameux point de bascule agricole. Que s'est-il passé au juste ? Autour de 8000 avant notre ère, l'invention de l'agriculture et la sédentarisation bouleversent absolument tout. On passe d'un monde de nomades égalitaires à un monde dominé par l'idée de propriété. Et ce qu'il est capital de comprendre ici, c'est que l'apparition du patriarcat codifié dans l'Antiquité n'est pas du tout décrite par la science comme un complot machiavélique soudain. Non, c'est en fait une adaptation très progressive et logique face à de toutes nouvelles contraintes technologiques et démographiques. Si on devait résumer ce changement monumental en un seul mot, ce serait la propriété. Au néolithique, presque du jour au lendemain, on se retrouve avec des terres, des troupeaux et des surplus agricoles à conserver et à transmettre. La conséquence directe ? La certitude de la paternité passe d'un simple détail culturellement peu important à un enjeu absolument vital. Un homme devait désormais avoir la certitude absolue que le fruit de toute une vie de labeur reviendrait bien à ses propres enfants biologiques. C'est là que la situation devient explosive. Les hommes qui s'investissaient massivement dans l'agriculture exigeaient des garanties solides sur leur lignée. Et la source que nous analysons est très pragmatique à ce sujet. Dans ces nouvelles sociétés beaucoup plus denses, une sexualité sans règles conduisait inévitablement à l'incertitude, à la jalousie et ultimement à des violences sanglantes. Pour éviter des cycles de vengeance destructeurs, les sociétés ont systématiquement mis en place des lois patriarcales et des règles religieuses strictes. L'objectif était de contrôler la sexualité pour s'en servir comme d'un puissant mécanisme de stabilisation sociale.
Ce qui nous propulse directement dans notre quatrième partie, les asymétries modernes, entre déconstruction et nouveaux risques. Faisons un grand saut jusqu'au milieu du XXe siècle. La contraception, l'État-providence, la mécanisation de la société, tout ça a littéralement fait voler en éclats les pressions matérielles du néolithique. Les vieux garde-fous de la survie ont disparu. L'idéal traditionnel du couple stable a bien souvent cédé sa place à une liberté sexuelle assumée et à une grande fluidité. Mais attendez, nos instincts forgés par l'évolution, eux, n'ont pas disparu. L'hypergamie féminine, par exemple, qui est la tendance à chercher un partenaire au statut plus élevé, s'est simplement réadaptée. Aujourd'hui, elle cible d'autres formes de statuts sociaux, le charisme ou encore les ressources émotionnelles. Et c'est ce qui crée une asymétrie moderne vraiment fascinante, soulevée par notre analyse. D'un côté, on évolue dans une société qui célèbre une autonomie totale et une grande fluidité, où initier une séparation est devenu très simple. Mais d'un autre côté, toute l'architecture juridique et financière, elle, reste très lourde et archaïque. Par exemple, les tests ADN de paternité sont encore strictement encadrés ou restreints dans certains pays comme la France. Les coûts d'un divorce peuvent être très inégaux et la charge des pensions alimentaires est une réalité financière écrasante. Pour bien saisir l'ampleur du phénomène, gardez ce pourcentage en tête, 75%. C'est énorme, n'est-ce pas? Ça correspond à l'estimation de la proportion des divorces qui sont initiés par des femmes aujourd'hui en France. D'après l'analyse, ce chiffre précis, combiné au cadre légal actuel, pousse rationnellement beaucoup d'hommes modernes à percevoir l'engagement à long terme comme un risque juridique et financier beaucoup trop élevé. Résultat, ça les décourage de s'engager ou de participer à la reproduction. Cette grande dissymétrie entre liberté absolue et risque juridique crée un véritable blocage sociétal. Et c'est ce qui nous plonge dans notre cinquième et dernière partie, la spirale de l'instabilité ou la boucle de rétroaction dystopique. Voyons exactement comment cette spirale infernale s'auto-alimente. C'est un vrai effet boule de neige. Étape 1. On observe une dérégulation culturelle massive des relations amoureuses. Étape 2. Ce nouveau terrain de jeu, purement fluide, devient un environnement incroyablement favorable aux profils opportunistes ou relevant de ce qu'on appelle la triade noire, comme les narcissiques. Étape 3. Cela génère logiquement une instabilité et une fragmentation familiale à grande échelle. Et enfin, l'étape 4 vient fermer le piège. Les enfants grandissent dans ces foyers fragmentés, intègrent cette instabilité et la transmettent à la génération suivante. En fait, la biologie et la culture se mettent à sélectionner l'opportunisme à court terme au détriment de la stabilité. À l'échelle macroscopique, les conséquences de cette spirale sont juste frappantes. On constate un retrait clair d'une partie des hommes du marché matrimonial, ce qu'on associe souvent aux tendances de type MGTOW, où les hommes choisissent délibérément de faire cavalier seul. Mécaniquement, cela entraîne une chute libre des taux de fécondité. La société s'atomise, la solitude explose, et les relations humaines se réduisent de plus en plus à des échanges purement transactionnels. Et la source insiste bien sur un point. Il ne s'agit pas là d'une nouvelle forme d'oppression inversée, mais bien d'un désalignement sévère entre nos vieilles incitations biologiques et notre nouveau cadre juridique. Face à un constat aussi lourd, une question aux allures philosophiques s'impose d'elle-même. La trajectoire actuelle de notre société nous mène-t-elle tout droit vers le célèbre univers d'Aldous Huxley, le meilleur des mondes ? Il faut avouer que les parallèles avec ce roman font un peu froid dans le dos. Tout comme dans l'œuvre d'Huxley, on observe aujourd'hui une reproduction qui se détache de plus en plus de tout engagement émotionnel profond. Les structures mêmes de la famille biologique se dissolvent pour laisser toute la place au plaisir immédiat et à la distraction numérique permanente. Mais la différence cruciale, la vraie nuance ici, c'est que cette dystopie n'est pas imposée par en haut, par un État totalitaire et dictatorial. Non, elle s'impose d'elle-même, propulsée organiquement par un marché affectif et sexuel totalement dérégulé. Ce qui m'amène à vous laisser avec cette ultime réflexion, pour cogiter un peu, est-ce que cette quête acharnée d'autonomie individuelle absolue ne serait pas en train de construire, par inadvertance, notre propre isolement collectif ? Si notre biologie a toujours exigé la coopération pour survivre face aux rudesses de l'évolution, effacer d'un coup toutes nos contraintes culturelles a un prix. Cette analyse nous rappelle brillamment que comprendre nos mécanismes évolutifs, ce n'est pas vouloir retourner dans le passé, c'est simplement indispensable pour espérer naviguer dans le présent sans couler. Une question vertigineuse que je vous laisse méditer la prochaine fois que vous observerez le monde qui nous entoure. À très bientôt pour un nouveau décryptage.